Bonsoir, je tiens d'abord à remercier les trois institutions qui ont fait possible ces colloques et je le remercie aussi pour cette question de repenser les académies d'art, une question qui est en vogue en ce moment parce que même l'année dernière, le sujet du Congrès national d'histoire de l'art en Espagne était l'évolution de la formation artistique dès l'académie à l'université. Et je voudrais parler d'un pays, de l'Espagne, qui est un cas assez rare, parce que l'Espagne, à la différence de ses pays voisins, cette Espagne, encore du milieu du XVIIIe siècle, n'avait pas une académie artistique de référence. Et c'est quand on a dû faire face au plus grand échec architectural du siècle, c'est-à-dire la construction du nouveau palais royal de Madrid après l'incendie de 1734, que l'idée de créer une institution pour former les artistes espagnols, et surtout les architectes, commence à prendre forme. Et donc, c'est à partir de modèles parisiens et romains que l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Ferdinand est née officiellement en 1752. Déjà, dès les statuts de 1757, on entame une politique d'achat systématique des principaux ouvrages théoriques et surtout étrangers, notamment les éditions des traités classiques et modernes publiés en France et en Italie. En ce qui concerne l'architecture, mis à part la création de cette bibliothèque académique très riche, où on conserve les principales références du classicisme architectural, et je dis classicisme dans son sens le plus large, c'est-à-dire de Vitruve à Palladio, de Loger à Milizia, l'Académie de Madrid s'attelle à la formation d'une collection de dessins d'architecture servant de modèle aux jeunes générations d'étudiants. On voit dans cette image très belle qui illustre très bien la formation des architectes à Madrid, avec tous les dessins d'architecture qui étaient systématiquement accrochés au mur et à partir desquels les jeunes étudiants pouvaient recopier et élaborer une nouvelle architecture. C'est très important cette image, ces dessins faits par José de la Toralla, parce que cela montre l'importance des envois de Rome. Envois de Rome qui étaient aussi systématiquement accrochés au mur et qui devenaient de plus en plus la référence, le modèle à suivre par ces étudiants espagnols. Donc, l'architecture conçue à Rome est exposée à Madrid et devient le modèle de ces nouvelles générations qui n'ont pas la chance de venir à Rome à étudier. À la manière du système de mérite académique mis au point par l'Académie royale à Paris et par l'Académie de San Luca à Rome, on développe à Madrid aussi un programme de concours d'architecture dont l'évolution témoigne d'un renouveau stylistique et théorique seulement compréhensible par la comparaison avec ses homologues européennes. Si les premiers programmes demandaient aux concurrents de concevoir des cathédrales, des palais et des monuments à la gloire du roi Ferdinand, à la fin du siècle, on remarque une nouvelle tendance où l'architecture civile des hôpitaux, des cimetières et des bains publics s'impose au-dessus des typologies liées à la tradition académique d'architecture, à l'honneur du caractère bienfaisant du roi. Et vous avez ces exemples dans le diapositive en cours. L'exemple français encourage les académiciens de Madrid à créer un système de pensions artistiques qui mène les jeunes architectes espagnols d'abord à Rome et ensuite à Paris. Et c'est un système qui, même avec tous ses défauts, son irrégularité temporaire et ses difficultés, est sans doute le moteur déclencheur de la véritable réforme de la pensée architecturale espagnole des alentours de 1800. Une réforme qui doit presque tout à la richesse de l'ambiance artistique de la Rome internationale que ces jeunes pensionnaires ont connue entre 1757 et 1815. Le phénomène des pensions à Rome a fait l'objet de plusieurs études qui ont apporté une grande quantité de documents. Mais ces études sont moins intéressées aux années qui concernent la Révolution française et le Premier Empire, qui sont des années souvent considérées comme les plus intéressants et les moins étudiés, et qui, à mon avis, marquent le véritable point d'inflexion dans l'apprentissage de l'architecture académique en Espagne. Et on doit remarquer que ce point d'inflexion se produit précisément à l'étranger et pas au sein d'une institution nationale qui se révèle de plus en plus incapable de comprendre les transformations opérées entre le Paris révolutionnaire et la Roma napoléonica. Vous avez la liste des pensionnaires pour l'architecture à Rome. On va se concentrer sur ces pensionnaires à partir de la décennie de 1790, puisque pour eux, Rome, c'est le lieu de rassemblement des principaux artifices de la nouvelle architecture civile européenne. C'est le lieu du croissement du courant intellectuel qui dirige les arts dans le continent et le seul endroit où les architectes espagnols peuvent comprendre la valeur de l'Antiquité et son importance pour la construction de la nouvelle architecture civile dont leur pays avait tellement besoin.
Dès sa création et jusqu'à la chute de l'Empire, l'Académie commence par confier ses premiers pensionnaires à Ferdinando Fuga et finit par approuver le mandat de Giuseppe Valadier sur les étudiants qu'elle envoie à la Rome du préfet Tournon, à la Rome napoléonienne. En à peine 50 ans, les architectes espagnols passent donc du statut d'une communauté artistique presque ignorée à celui d'être le bravi giovani qu'il fallait absolument fréquenter à Rome, surtout d'après les recommandations que le jeune Leopoldo Pollack, l'architecte Leopoldo Pollack, reçoit dans une lettre publiée et commentée par Susanna Pasquali, où les Espagnols sont recommandés comme une communauté scientifique et artistique à fréquenter à Rome à la fin du siècle. Il y a un décalage avec le diapositive. Non, je voudrais vous montrer cette distance conceptuelle, artistique et stylistique entre le dessin d'architecture envoyé et conçu à Rome entre les années 50 et la période napoléonienne. On voit évidemment l'énorme différence en taille, couleur, style et typologie qui séparent ces deux périodes. De nombreux facteurs, impossibles à citer dans son ensemble dans cette intervention, interviennent dans ces processus dont on parle, dans ce renouveau dont on parle. Aux recherches typologiques et théoriques menées par les architectes eux-mêmes se lient surtout les contacts avec les pensionnaires de l'Académie de France et les architectes de San Luca. Des contacts surtout encouragés par l'aide inestimable de personnalités comme l'ambassadeur José Nicolás d'Azara. Cette dernière ouvre aux Espagnols le porte de cercle intellectuel le plus sélectif de la Rome des années 1790, cercle où se trouvait évidemment son cher ami Francesco Milizia. Azara encourage également le travail de ces jeunes architectes dans les fouilles archéologiques qui, sous son patronage, avaient pour but de créer une véritable théorie architecturale autour de la redécouverte de l'ordre dorique grec. Et pour les Espagnols, inscrits alors dans un courant international de remise en question de la théorie des ordres, ces travaux archéologiques ont fait trembler les systèmes vitruviens des ordres imposés depuis l'enseignement officiel de Madrid. On voit dans cette image un dessin qui démontre ces études sur l'ordre dorique par les Espagnols, par l'architecte ici de González Velázquez, la publication d'un dessin qu'on a perdu par Pedro José Márquez, les jésuites, qui fait de nombreuses publications sur l'importance de l'ordre dorique au début du 19e siècle, parce que beaucoup de dessins que les Espagnols ont fait sur l'ordre dorique ont été perdus, mais on a conservé les reproductions en forme de gravure publiées en Italie au 19e siècle. Et on voit aussi la manifestation plastique et pratique de ces études dans le monument funéraire de Charles III à Saint-Jacques des Espagnols, conçu entre Milizia et Panini, et dans cette beau hommage que Antolini fait à la théorie architecturale autour de la redécouverte de l'ordre dorique et aux fouilles archéologiques menées par les Espagnols dans les propylées du Foro Bonaparte de Milan. Par ailleurs, les recherches typologiques et théoriques autour du dorique grec auront des conséquences fondamentales dans la carrière de ceux qui ont contribué au projet du célèbre ambassadeur Azara, mort à Paris en 1804. Et dont le but ultime était de publier une vraie histoire de l'architecture, dès ses origines jusqu'à sa supposée décadence contemporaine. Et je vous montre l'un des projets majeurs en utilisant cette découverte de l'ordre dorique, le projet de la place d'Orient, place ouverte par Joseph Bonaparte, et avec cette magnifique reconstitution en 3D, où on voit l'usage de l'ordre dorique dans les galeries qui entourent cette place, qui est aussi inspirée du Foro Bonaparte d'Antolini. Donc une reprise espagnole de la théorie de l'ordre dorique et du modèle italien conçu dans l'Italie de Napoléon. À part l'archéologie, il y a d'autres aspects fondamentaux qui font que les années 1990 sont une décennie fondamentale pour le changement de direction de l'architecture académique en Espagne. Tout d'abord, la technique du dessin même, un dessin qui était considéré comme l'élément absolu de l'apprentissage de l'architecture, mais un dessin qui change très peu entre 1752 et 1790. Étant presque toujours d'une taille moyenne et très monochrome, vers la fin du siècle, le dessin change de typologie, de style et de technique. Des églises baroques et des monuments de la Roma Triumphans qu'on envoyait à Madrid dans les années 50-60 du XVIIIe siècle, on passe au théâtre et au banc public de première année du XIXe siècle.
de la taille moyenne standard, on arrive aux envois qui dépassent le mètre de longueur. Et c'est à partir de l'exposition de ces dessins à l'Académie autour de 1800, cette exposition comme on l'a vu dans la première diapositive, que l'on voit apparaître le rendu du concours à Madrid de plus de 2 mètres de longueur. Ils vont évidemment éclater l'échelle traditionnelle des projets d'architecture à Madrid, un phénomène qui est aussi perceptible dans l'architecture française et parisienne de la fin du XVIIIe siècle. Par ailleurs, au caractère monochrome qui généralise les dessins d'architecture espagnole se substitue, à l'époque du chevalier Azara, aux années 90, des projets où l'usage de la vie se multiplie, ce qui provoque une évidente réaction à Madrid une fois que ces dessins, comme ce beau dessin de José María de Ibarretxe, pensionnaire aux années centrales des années 1790, quand ces dessins sont exposés à Madrid, cela provoque une évidente réaction dans l'Académie madrilène. De même, la connaissance des débats internationaux autour de l'architecte peintre et les caractères pittoresques du rendu académique amènent à Madrid un souffle de nouveauté qui s'est traduit par une tendance au pittoresque dans le traitement de rendus d'architecture entre 1800 et 1808, comme on voit dans l'image. Peu à peu, on se rend compte que l'Académie de Madrid n'était pas prête à une telle transformation, puisque déjà en 1792, on assiste à une grande crise provoquée par le modèle de l'enseignement, qui s'est traduite par une incapacité totale de former un véritable cours d'architecture pour les architectes. À l'époque où Goya revendiquait la liberté du peintre dans le domaine de l'art, à Rome, on assiste à la création par les pensionnaires d'une espèce de double architecture très curieuse. Celle officielle pour contenter les académiciens de Madrid et celle créée pour un véritable apprentissage personnel et beaucoup plus proche du débat international et de propositions étrangères à Rome. Dans les années 1790, Silvestre Pérez, Isidro González Velázquez ou Evaristo del Castillo continuent, comme on faisait depuis l'ouverture de l'Académie, à dessiner des ruines de plus beaux monuments de Rome et à les envoyer à Madrid. Dessins qui reçoivent le plus grand éloge des maîtres à Madrid. Mais en dehors de ces devoirs scolaires, comme la reconstitution du Temple de Vesta Tivoli, qui est un leitmotiv repris par tous les architectes espagnols qui viennent à Rome, en dehors de ces devoirs scolaires, ces architectes se consacrent parallèlement à l'étude de la nouvelle architecture créée à Rome, à la chaleur des multiples propositions des architectes européens. Je vous montre ici quelques dessins de Silvestre Pérez, un architecte clé, probablement le plus important des entre-deux siècles, qui devient après un des architectes principaux de Madrid sous le règne de Joseph Bonaparte, pour voir, collègue d'Isidro González Velázquez, pour observer la distance conceptuelle, stylistique et théorique entre ces deux types d'architecture qui sont produits en mêmes années. Au-delà de ces relevés aussi beaux que répétitifs et intéressants, on voit comme les Espagnols s'intéressent davantage à comprendre le néopalladianisme, le nouveau type et forme de l'architecture civile et les nouvelles propositions pour la composition de l'architecture, etc. On dirait que les pensionnaires espagnols, qui déclencheront une transformation radicale chez leurs élèves une fois qu'ils ont rentré à Madrid et ont occupé des postes à l'Académie, créent une architecture officielle pour justifier leur séjour, en même temps qu'ils expérimentent de manière privée tout ce qu'ils trouvaient de nouveau dans leur passage par Rome. Mais quel était-il le nouveau mécanisme d'apprentissage dans la Rome des alentours de la Révolution ? Alors d'une part, comme on l'a dit précédemment, les Espagnols du cercle théorique d'Azara s'employaient à débattre sur les semplici principi montati dall'architettura antica qu'il fallait appliquer pour créer la nouvelle architecture moderne. Azara jouait également un rôle essentiel dans les contacts entre les pensionnés, entre les Espagnols et les Français. Ami intime du cardinal de Berny, sa correspondance nous montre la régularité des contacts entre le pensionnaire espagnol à sa charge et l'Académie de France. Azara lui-même protégera les Français quand la révolte des peuples romains contre la France éclate en 1796 et protégera ses pensionnaires de France à l'intérieur du palais d'Espagne. Le dialogue entre les Français et les Espagnols sont également basés sur les transferts de modèles grâce au travail collectif et à la circulation des publications comme les gravures de prix de Rome. Dans ce contexte, soulignons comme on a vu dans la visite de l'exposition, en 1795, un Espagnol certainement aidé par Azara, par l'influence d'Azara, remporte le premier prix à Exaequo du concours Clementino, un concours clé pour comprendre le devenir de la pensée architecturale internationale de la période. Dans les différentes chapelles sépulcrales que les concurrents ont conçues pour le concours, on remarque déjà le triomphe d'une architecture philo-française strictement liée aux expériences parisiennes des années 1780. Si Giovanni Campana transposait dans ses dessins toute la nouveauté du monument sépulcral de Fontaine de 1785, reproduit dans le prix de Rome,
Jorge Durán, dont vous avez la version espagnole du projet Vainqueur conservée à Madrid, parce qu'il en a fait deux, une conservée à San Luca et une conservée à Madrid, légèrement différentes, notamment dans l'application de la vie des couleurs et dans certains détails compositifs, à mon avis, changés lors de l'exposition publique de prix au Capitole. Jorge Durán présente sous le haut patronage d'Alfara un ensemble de dessins qui marquent un avant et un après dans l'histoire de l'architecture académique espagnole. Par ailleurs, le caractère international de ce concours nous donne un autre canal de modernisation et d'échange entre les différents jeunes architectes qui se sont rendus à Rome à cette époque-là. L'apprentissage à partir du débat créé dans les expositions publiques d'architecture, occasion exceptionnelle pour le dialogue, la copie et la réinterprétation de la nouvelle architecture naissante. Soulignons à ce sujet qu'en 1793 est certainement influencé par les événements parisiens, par la suppression des académies à Paris et la persécution du modèle académique français, l'Académie de Madrid décide d'ouvrir ses portes et d'exposer publiquement pendant l'été les meilleures œuvres d'art qu'elle conservait, dont suivant les envois de Rome des pensionnaires pour l'architecture. Le concours de 1795, duquel on a une sélection de dessins à part ceux qui ont été exposés ici à l'Académie, ces concours revêt également une grande importance pour la question des académies d'architecture qui nous réunit dans ces colloques. Tous les jeunes, comme Susanna Pasquali disait précédemment, tous les jeunes concurrents ayant reçu un prix dans ces concours se sont probablement rencontrés et formés et dans une autre académie en dehors du discours officiel, l'Accademia della Pace, dont l'activité a été très bien étudiée par Susanna Pasquali dans différentes études. Le triomphe de ces jeunes, c'est le triomphe d'une autre manière de penser l'architecture, basée sur une méthode d'apprentissage qui s'est construite sur l'échange égalitaire des connaissances et s'éloigne de la stricte hiérarchie académique traditionnelle que les Espagnols avaient connue à Madrid et connaissaient à Rome, à San Luca. Insoufflé par les vents de nouveautés français, ce nouveau cénacle intellectuel roman qui se tient au milieu des années 1790 à Rome devient pour les Espagnols qui participent, notamment Silvestre Pérez, et vous voyez deux dessins évidemment conçus au sein de l'Académie de la Pace, puisque déjà Susanna Pasquali avait retrouvé ces indications dans le verso des dessins avec des corrections en italien qui ne viennent pas de l'Académie de San Luca, mais qui ont été faites dans ces séances privées de l'Académie de la Pace. Pour les Espagnols qui participent, cette Académie de la Pace devient une référence d'exception grâce à laquelle ils ont compris tout ce qu'il fallait sur cette nouvelle architecture civile, dont la radicale modernité n'était plus compatible avec les systèmes des académies en besoin de réformes profondes, comme l'étaient San Fernando à Madrid et San Luca à Rome. Le XVIIIe siècle arrive donc à sa fin avec un renversement total produit par cette académie officielle de San Luca qui récompense un système novateur qui est en claire opposition conceptuelle à ces principes. Par ailleurs, si les pacistes espagnols des années 1790 semblent cacher leur production privée aux yeux de leurs professeurs, les dysfonctionnements de l'Académie de Madrid par rapport à la production internationale se manifestent clairement avec les envois des pensionnaires de la Roma napoléonica. Je vous montre quelques images des dessins de ce Juan Gómez et Antonio Célez, qui étaient les deux pensionnaires pour l'architecture qui séjournent à Rome entre 1804 et 1815. Juan Gómez qui avait étudié à Paris l'architecture sous la direction de Leroy, Antonio Célez qui deviendra plus tard le chef de file du néoclassicisme à Barcelone et le premier professeur de l'école d'architecture de Barcelone. Tous les deux formés sur l'indication de Giuseppe Valadier, duquel j'ai retrouvé de traces de correspondance et de jugements critiques aux archives d'Estado de Madrid. Et on peut voir déjà, avec la comparaison avec Percy évidemment, mais aussi dans l'usage technique et stylistique de ces dessins, la distance qui s'est créée dans ces périodes courtes de temps. Et quand ces deux architectes envoient, par ailleurs, ces deux dessins, j'ai oublié de le dire, ce sont des inédits, je les ai retrouvés aux archives d'un musée barcelonais, je les ai attribués grâce à la correspondance conservée conservée à côté de ces dessins. Et maintenant, je m'attelle à clarifier un peu où ont été ces dessins, où ont été faits, ils ont été faits, etc. J'imagine évidemment que le 2 appartient à la période romaine de Célès parce qu'on voit très bien le lien conceptuel avec la théorie architecturale de l'époque, notamment Milizia, le théâtre, etc. Mais quand ces deux architectes envoient leur premier projet d'architecture faite à Rome, un théâtre pour Madrid et une maison de bain publique,
les critiques dans l'Académie madrilène s'enflamment. Et ces critiques des professeurs se limitent à censurer ces bâtiments dans une optique strictement vitruvienne, en rajoutant qu'il aurait fallu suivre absolument le modèle antique. Les architectes, dans leur défense face à ces projets, que vous voyez, insistaient néanmoins sur la ferme conviction que l'Antiquité n'était un modèle à copier de manière servile, mais une source à partir de laquelle tirer les éléments nécessaires à la conception d'une architecture civile moderne, fonctionnelle et convenable aux nouveaux besoins de la société. Face à ces critiques terribles de l'Académie et aux peurs qu'ils avaient de perdre leur pension, quand ces deux architectes envoient en 1807 un ensemble de vues des plus beaux monuments de Rome, qui étaient perdus, que j'arrivais à localiser, mais que je n'ai pas pu photographier à cause de mauvais état de conservation des dessins, ces mêmes juges adressent des éloges, et même le roi félicite le dépensionnaire par son extraordinaire connaissance de l'architecture moderne. Donc, quand on envoie de relever de ruines antiques, tout se passe bien. Quand on envoie des projets un peu novateurs, l'Académie de Madrid semble ne pas comprendre tout à fait cette nouvelle théorie architecturale. C'est fait preuve, encore une fois, la distance entre l'Académie de Madrid et le système développé entre Paris et Rome, ainsi que son attachement à une manière d'apprendre l'architecture qui, en 1807, était obsolète. Une année plus tard, en 1808, la guerre éclate, et après la conquête napoléonienne, l'Académie de Madrid entre dans une impasse d'inactivité, certainement produite par son incapacité pour la restructuration et la réforme. Quand en 1814, le roi Ferdinand VII consolide son pouvoir absolutiste, Silvestre Pérez et le cercle francisé d'architectes de Madrid, très politiquement engagé avec le régime de Bonaparte, part en exil. Le rêve de Pérez du progrès social à travers l'architecture tombe alors dans l'oubli de la répression du roi Ferdinand. Vous avez ici le dessin du projet de Foro Bonaparte de Milan, fait par Silvestre Pérez en 1810, très inspiré évidemment de toute la théorie architecturale développée entre la France et l'Italie napoléonienne. Silvestre Pérez, comme beaucoup d'autres artistes espagnols, s'exile à Paris en arrêtant brusquement le processus d'accélération et d'enrichissement des transferts artistiques entre l'Espagne et les principales capitales éclairées de l'Europe éclairée. Les pensions d'architecture ne reprendraient qu'à partir de 1832 et l'Académie des Beaux-Arts de Madrid perdra définitivement en 1844 le contrôle de l'architecture avec l'ouverture de l'École spéciale d'architecture de Madrid. À San Fernando, le Fonds de dessin est resté comme le témoin de la participation espagnole dans ce dialogue entre les académies européennes qui a fait de la Rome Internationale le cadre parfait pour le développement du projet commun de régénération de la pensée architecturale de cette Europe supranationale à cheval entre la Révolution et le Premier Empire. Je vous remercie. E adesso abbiamo Giovanni Damia, che è una ricercatrice al Politecnico di Milano, dove insegna storia e architettura contemporanea, e che ci parlerà invece appunto del tema dell'Accademia di Brera e quindi di quello che succede nei concorsi dell'Accademia di Brera all'inizio dell'Ottocento.